Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live, la première émission de 2019. Nous serons du coup en direct durant une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers avec, comme d'habitude, Aurélien Réquillard, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et en face de vous, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Nicolas. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera par l'actualité des marchés avec un édito qui parlera de la reprise des négociations entre la Chine et les États-Unis, l'agenda macro et microéconomique et enfin un point d'actualité à surveiller. Et on fera ensuite un point sur les produits de bourse Société Générale avant d'aller dans le détail sur les ETF et les certificats 100% SG Bourse Live. C'est parti. Les négociations avec la Chine se passent très bien. Voilà exactement ce que nous apprend le compte Twitter de Donald Trump sur les négociations entre la Chine et les États-Unis sur la guerre commerciale qui oppose les deux pays. De son côté, Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce, a déclaré que Washington et Pékin pouvaient parvenir à un accord avec lequel elles peuvent vivre et qui aborde toutes les questions clés. Autant de déclarations positives mais vagues pour ces négociations qui ont débuté lundi et qui devraient se terminer aujourd'hui dans la soirée. La décision du président chinois d'envoyer Liu He, identifié comme le principal négociateur commercial dès le début de ces nouvelles négociations, a été très bien accueillie par les marchés. Ceux-ci voient en effet dans ce choix le signal d'une réelle volonté d'avancer et de parvenir à un arrangement, voire un accord côté chinois. Un apaisement dont on ne sait pas encore s'il est partagé côté américain, mais qui serait en tout état de cause une bonne chose pour le commerce mondial. Les victimes de cette guerre commerciale commencent en effet à se faire de plus en plus nombreuses, à l'instar d'Apple, qui a lancé mercredi dernier un avertissement sur ses ventes directement liées à la guerre commerciale en cours. Tim Cook a ainsi déclaré « Bien que nous nous attendions à des difficultés sur les marchés émergents, nous n'avions pas anticipé l'ampleur du ralentissement économique, particulièrement en Chine ». Si le constructeur américain est impacté, d'autres constructeurs asiatiques le sont également. Samsung a elle aussi revu ses prévisions de croissance à la baisse et anticipe une baisse de son bénéfice d'exploitation de 29%, soit très en dessous de ses prévisions initiales, à cause de, je cite, l'incertitude macroéconomique croissante, mais aussi à cause de l'intensification de la concurrence. Et chez LG Electronics, les espoirs ne sont pas plus roses. La direction a en effet fait savoir qu'elle anticipe une baisse de son bénéfice d'exploitation de près de 80%. Un accord viendrait donc apporter un petit peu de stabilité dans le commerce mondial où les entreprises directement impactées commencent à perdre confiance. Dans l'attente de cet accord non signé pour le moment, la Chine envisagerait d'annoncer des mesures pour l'achat de voitures et d'équipements électroménagers. Un indice de plus sur la prise de conscience de la Chine de préserver ses entreprises et sa population des conséquences néfastes de cette guerre commerciale. Reste à savoir quelle est la position de Donald Trump et de son administration aujourd'hui. Si ceux-ci sont peu bavards sur la question, c'est peut-être parce que les États-Unis entament leur troisième semaine de shutdown, à savoir de paralysie des institutions américaines. La cause, Donald Trump refuse de donner son feu vert à un budget qui ne comporterait pas les 5,7 milliards de dollars nécessaires à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, projet que les démocrates, maintenant majoritaires à la Chambre des représentants, refusent catégoriquement de financer. 2019, donc dans la lignée de 2018, semble se tourner vers encore un petit peu plus de protectionnisme, même si les grandes puissances semblent pour l'heure accepter l'idée qu'il faut tout de même s'entendre dans l'intérêt du commerce mondial. On regarde tout de suite l'agenda économique et corporate. Alors on commence avec les actualités économiques, notamment aux États-Unis sont attendus pour le mois de novembre le PIB, mais également la production industrielle et la balance commerciale. En Europe, on attend d'ici la fin de la semaine la production industrielle en novembre en France, les ventes au détail en novembre en Italie et enfin le compte-rendu de la politique monétaire de janvier de l'Union européenne. En ce qui concerne les entreprises, les résultats du quatrième trimestre sont attendus pour beaucoup de banques aux États-Unis, notamment Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America ou encore Goldman Sachs d'ici entre aujourd'hui et la semaine prochaine.
Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne Aéroport de Paris. Plusieurs rumeurs laissent penser que le contexte politique et les mauvaises conditions de marché poussent le ministère de l'économie et des finances à reporter les privatisations concernant donc les aéroports de Paris, mais aussi la Française des Jeux à 2020. Officiellement, le vote définitif de la loi devrait toujours avoir lieu au printemps, mais les craintes de polémique autour des privatisations seraient un des freins relevés sur ce projet. Voilà pour l'actualité des marchés et tout de suite, on va s'intéresser aux produits de bourse Société Générale avec Aurélien Réquillart. Alors Aurélien, on va parler des produits de bourse. On voit effectivement à l'écran, il y a 4 piliers de ces produits: transparence, simplicité, flexibilité et liquidité. Oui, les produits de bourse, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est des outils pour la gestion de son portefeuille sur lesquels on peut investir via son PEA ou son compte titre, avec effectivement 4 piliers. Et le premier, c'est la liquidité, c'est-à-dire la capacité d'acheter et de vendre à tout moment dans la séance boursière, et donc de m'exposer à un actif sous-jacent avec différentes stratégies qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième pilier, la simplicité, simple à négocier, tout comme une action. Et donc, les produits peuvent être vus dans un carnet d'ordre, en tout cas le prix des produits. Flexibilité et enfin transparence, puisqu'on connaît son cours d'exécution. On peut connaître le prix du produit chez son courtier ou chez sa banque habituelle. Donc rien ne change sur 2019, les mêmes 4 piliers sur les produits de bourse Société Générale. Tout à fait, mais il est bon de les rappeler: transparence, simplicité, flexibilité et liquidité. Alors, il y a beaucoup de produits de bourse Société Générale, il y en a pour toutes les stratégies. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement la classification de ces produits? Oui, les produits de bourse s'adressent à des investisseurs qui souhaitent aller un petit peu plus loin que les supports traditionnels, et ils peuvent donc déployer des stratégies qui sont assez complémentaires et très variées, très complètes. Première stratégie, c'est l'effet de levier avec les varants, les turbos ou les leverage short qui vont permettre de dynamiser un portefeuille, donc d'amplifier les variations d'un actif sous-jacent. Deuxième stratégie, le rendement, qui vise à chercher de la performance dans un marché stable. Et troisième stratégie dont on va parler aujourd'hui, la diversification, et les marchés actuels nous apprennent qu'il est important d'avoir diversifié en tout temps. Et alors du coup là on va parler des ETF et certificats 100%. Un ETF, qu'est-ce que c'est Aurélien? Eh bien un ETF, c'est un tracker. Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds qui va chercher à répliquer pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. On parle aussi pour les ETF de gestion dite passive. C'est-à-dire que vous savez, quand je suis un investisseur et que j'investis sur un OPCVM traditionnel, eh bien, j'investis un petit peu sur un gérant qui va venir chercher à surperformer un marché de référence. On appelle ça un benchmark. Un gérant qui s'expose sur le marché, sur les grosses capitalisations françaises, il va chercher à surperformer l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Les ETF ou trackers permettent de répliquer pas à pas les performances d'un indice sans surperformance et sans sous-performance. Alors, à la différence près des frais de gestion, mais qui sont faibles. Mais voilà quelle est la promesse d'un ETF, c'est répliquer pas à pas les performances d'un indice sous-jacent. Donc si je prends mettons le CAC 40, je vais répliquer en fait la hausse ou la baisse du CAC 40 sur mon portefeuille à moi, en tout cas sur la somme que j'aurais décidé d'investir. Exactement, aux frais de gestion près. Si le CAC 40, si j'investis sur un ETF CAC 40, le CAC 40 progresse de 10% dans l'année, eh bien je reçois, enfin ma ligne en tout cas progresse de 10%. À l'inverse, évidemment, si le CAC 40 baisse de 20%, eh bien j'encaisse entre guillemets la totalité de cette baisse de 20% sur ma ligne. Donc là on a imaginé un ETF sur le CAC 40 qui est peut-être le plus évident sur la place de Paris. On peut imaginer des ETF sur quel type de classe d'actifs? Sur tous les indices. Et quand on pense à indices, on pense CAC, on pense S&P, on pense à 2-3 indices. En réalité, il existe des milliers d'indices, et notamment des indices sur des classes d'actifs hors action. Et je parlais dans cette introduction de diversification. Je peux m'exposer avec un ETF sur des indices obligataires, ou de matières premières, ou des indices de stratégie, ou des indices thématiques. Donc je le traite comme une action, mais je suis exposé aux matières premières ou à un marché obligataire. Exactement. Avec un ETF, j'ai une ligne sur des matières premières et donc un panier diversifié de matières premières. Donc on voit qu'avec 3-4 ETF en portefeuille, dans son compte titre par exemple, on peut mettre des indices diversifiés, obligataires, matières premières et actions. Et donc quelque chose qui soit très complet en termes de classe d'actifs, mais aussi de géographie. Je parlais de S&P 500 ou de CAC 40, on va pouvoir mettre de l'Inde, de la Chine, etc., que ce soit par pays individuel ou même par zone. Je peux mettre, si je le souhaite, du MSCI World dans mon portefeuille en une seule ligne avec un ETF. Donc une seule fois les frais de courtage et je suis exposé au marché actions mondiaux. Alors on en a parlé rapidement, mais du coup, en fait, c'est éligible au PEA.
Oui, la majorité des ETF sur indice actions sont éligibles au PEA. Alors, quand on parle de l'indice CAC 40 ou de l'Eurostoxx, pas de problème. Un des intérêts des ETF, ça va être qu'on va pouvoir placer de l'international dans son PEA. Je m'explique. Un ETF sur l'Inde, par exemple, sera éligible au PEA. Et donc, je vais pouvoir le loger dans cette enveloppe fiscale avantageuse. Alors, et si on revient sur le CAC 40, vous avez également des ETF de stratégie. Est-ce qu'il y a une différence du coup avec un ETF classique? Oui, on parlait des différentes classes d'actifs, donc obligations, matières premières, actions, et le principe même de l'ETF, c'est de s'exposer à 100% sur un actif. Le marché progresse d'1%, je progresse d'1%. On est allé un petit peu plus loin avec les ETF. Depuis quasiment le lancement des ETF en 2001, on a lancé des ETF dits de stratégie, qui sont réservés là à des investisseurs encore plus avertis, si j'ai envie de dire, et sur du court terme. Quels sont les ETF de stratégie? Ils vont permettre de se couvrir ou de dynamiser un portefeuille. Alors, vous me parlez du CAC 40, effectivement, c'est pas le seul, mais il y a deux ETF de stratégie sur le CAC 40. Le premier, c'est et qu'on voit à l'écran, c'est le Daily Leverage CAC 40. Daily Leverage CAC 40, comme son nom l'indique, si on parle la langue anglaise, c'est la langue des financiers un peu. Et la langue des financiers, c'est un levier de quotidien, daily, sur les variations de l'indice CAC 40, dividendes réinvestis. Dividende réinvesti, c'est très important. Donc, je traduis ça en langue française, de Molière. Si l'indice CAC 40 progresse de 3% dans la journée, eh bien le ETF Daily Leverage CAC 40 multiplie par 2 ses performances et donc me génère une performance de 6%. C'est tout aussi simple que cela. Et si jamais le CAC 40 fait moins 3% pour le coup? Eh bien, la baisse est amplifiée de la même manière, c'est-à-dire que cette ligne-là va perdre 6%. Et donc on peut imaginer avoir un ETF de stratégie sur le CAC 40, un autre sur le Nasdaq et un autre sur un indice indien par exemple, comme on le disait? Exactement. Alors tous les indices ne sont pas accessibles en stratégie, mais par exemple, il existe un double short S&P 500. Donc on n'a pas encore abordé le double short, mais c'est l'occasion de le faire. Double short, que ce soit sur le S&P 500 ou sur le CAC 40, c'est une amplification par 2 des baisses. Mais à l'inverse. Donc en fait, je bénéficie d'une baisse. Si sur le double short S&P 500, le S&P 500 baisse de 2%, eh bien mon investissement fait -2 fois -2. Donc c'est-à-dire plus 4. Plus 4, oui c'est ça. Tout va bien. Moins par moins plus, c'est bon. Exactement. Mais donc du coup ça veut quand même dire que l'investisseur doit dire à l'avance ses anticipations en tout cas de marché ou en tout pour se positionner. Oui, que ce soit pour les produits de bourse, Varant Turbo, certificats, produits de rendement ou ETF, je dois en tant qu'investisseur avoir un scénario de marché qui est bien clair, avec un objectif, un scénario d'invalidation, un money management efficace. Ça c'est vrai pour toute la gamme. Donc oui, ce ne sont pas des produits de mandat ou de gestion sous mandat, sont des produits qui sont destinés à des investisseurs qui connaissent, qui savent, qui ont un scénario en tête et qui vont pouvoir le matérialiser en quelque sorte avec ces outils-là. Donc effectivement, si je pense que le S&P 500 va baisser ou que je souhaite me couvrir parce que je suis exposé par ailleurs sur des actions américaines, eh bien je vais pouvoir mettre dans mon PEA ou sur mon compte titre par exemple le Lyxor ETF double short S&P 500, eh bien qui va me permettre de soit bénéficier d'une baisse, soit neutraliser la baisse que je vais supporter sur mes actions détenues par ailleurs. Alors en résumé rapidement les avantages et les inconvénients d'un tel type de produit, évidemment il y a un risque de perte en capital. Oui, si on commence par les inconvénients, c'est le risque en perte de capital qui est égal à l'indice sous-jacent. Donc j'ai le même risque que le risque marché qui est celui de l'indice. Quand je vais sur des ETF dits de stratégie avec des effets de levier, maximum 2 sur les ETF, j'amplifie encore ce risque à la hausse ou à la baisse. Dernier inconvénient, ils doivent être composés de 5 valeurs minimum puisque les ETF Exchange Traded Fund sont des fonds. Et donc la réglementation en France impose cela. En ce qui concerne les avantages, eh bien, on l'a dit un petit peu, c'est la simplicité et la transparence. C'est-à-dire quand j'ai un ETF, il faut simplement que je suive l'indice sous-jacent pour connaître la performance ajustée, encore une fois, évidemment, des frais de gestion et puis l'éligibilité au PEA dont on a parlé tout à l'heure. Et donc ça s'adresse quand même, on l'a dit, à des gens avertis effectivement qui suivent les marchés financiers. Il y a une différence en fait entre un Lyxor ETF et un certificat 100%? Le but est le même, répliquer pas à pas les performances d'un actif sous-jacent. Mais on a dit dans les inconvénients que les ETF doivent être exposés sur 5 valeurs minimum. Et donc par exemple sur la France, je ne peux pas avoir un ETF, donc un fonds, exposé sur l'or. Ce n'est pas possible. En revanche, c'est possible via d'autres produits qui sont en l'occurrence
l'occurrence les certificats 100%, des titres de créance émis par une banque, ici Société Générale, qui vont permettre de s'exposer aux variations de cette matière première ou du Brent, etc. J'en parle parce que on a une appétence forte des investisseurs particuliers sur les matières premières, donc oui, c'est un moyen de s'exposer alors au Brent. Attention, sur ces certificats-là, vous avez un risque de change, en tout cas si vous ne prenez pas des produits couverts contre le risque de change. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Si j'ai un certificat 100% or, j'ai à la fois la performance de l'or à la hausse ou à la baisse, plus la performance de l'euro-dollar, qui peut être favorable ou défavorable. Et dernier point, dernier risque sur les certificats 100% quand on investit sur le Brent par exemple, on investit sur des futurs et donc on doit prendre en considération l'effet roll. L'effet roll, c'est le roulement de position d'un futur à l'autre. On ne peut pas investir sur du physique en direct, on est obligé quand on investit sur des matières premières comme le pétrole d'investir sur des futurs. C'est vrai dans le cas des certificats ou pour un investisseur qui irait sur ce marché dérivé en direct. Alors pour un particulier, ce serait compliqué parce que on a des exigences fortes pour accéder à ce type de marché. Alors je vous propose juste avant de passer à l'analyse marché de nous dire simplement comment est-ce qu'on peut vous contacter. C'est important si jamais on veut investir sur ces produits. Oui, je suis conscient que je donne beaucoup d'informations. En revanche, il faut rentrer un peu dans le détail, peut-être avec un conseiller directement Société Générale. Oui, exactement. Il y a beaucoup de produits, beaucoup de sous-jacents, beaucoup de spécificités. Donc avant d'investir, n'hésitez surtout pas à contacter nos experts situés en salle de marché au 0800 40 30 30 qui est un numéro vert ou par email info@sg comme Société Générale Bourse.fr. Alors ça c'était pour la théorie donc des produits de bourse Société Générale et maintenant on va passer à l'analyse marché. Alors l'analyse marché, ce sera avec vous, Valérie Gastaldi, et on va commencer avec le plus évident, le CAC 40. Oui, tout à fait. Et on va le faire pour tous ces ETF, parce que ce sont des produits normalement dans lesquels on investit pour le moyen terme. On n'est pas forcément spéculatif sur un ETF qui n'est pas un ETF de stratégie. Donc on va commencer par regarder où on en est après la baisse de l'automne. Baisse de l'automne et pour la France, baisse depuis le mois de mai 2018. Voilà, le sommet qu'on avait rejoint au-dessus de 5600, ça a été bref. Et accélération baissière à partir de la fin du mois de septembre, début octobre, avec deux périodes de baisse. Donc pour le moment, on a quelque chose qui est structuré à la baisse à moyen terme sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'ici on avait une longue période de consolidation. On en est sorti par le bas, on est donc dans une tendance qui est devenue baissière. On a rejoint le haut de cette grosse phase de consolidation qui était celle de la plupart de l'année 2016, dans laquelle on a stationné jusqu'à l'élection de Donald Trump. Bon, c'était pas super précis sur le CAC 40, mais on a rebondi sur le bas de cette zone. Donc pour le moment, on est dans une reprise au sein d'une tendance qui reste baissière. On n'a pas une figure qui nous dise que cette tendance baissière se soit achevée. Je vais maintenant passer sur le court terme. Donc là, on a un graphique qui présente l'évolution du CAC 40. Chaque barre est un jour, alors que tout à l'heure, c'était une semaine pour chaque barre. Et autour du point bas que l'on a rejoint, on tente de faire une sorte de figure de retournement. C'est une sorte de double bottom, mais bon, il n'est pas tout à fait satisfaisant. En cours de clôture, il va à peu près, mais il y a un petit détail, c'est que normalement le deuxième point bas doit être plutôt inférieur au premier. Ça n'est pas le cas dans lequel on est, donc ça laisse un petit peu plus de place au doute. Mais enfin, pour le moment, ça se reprend. On a réussi à déclencher la figure, etc. Donc cette reprise, potentiellement, elle peut aller jusqu'à 4935 à court terme. On doit avoir une réaction baissière sur ce seuil-là, peut-être même qu'on en aura une avant, hein. Mais le niveau qui compte déjà à court terme, c'est 4935 sur le CAC. Et si on se replie et qu'on veut pouvoir prendre avantage de ce repli pour profiter du retour jusqu'à 4935 justement, parce que si on se replie à partir de demain, disons, et le niveau qui va être intéressant, ça va être 4720. Ça, c'est un niveau sur lequel on peut essayer d'acheter, puisque c'est le niveau de la ligne de coût de ce double bottom.
qui n'est pas parfait, mais enfin bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc, si on réenfonce en clôture, qu'on clôture en dessous de 4700, c'est que le double bottom ne fonctionne pas et on aura tenté quelque chose, ça ne marchera pas, il vaudra mieux partir et attendre. En revanche, si on se positionne autour de ce niveau-là et qu'on rebondit, on pourra profiter de la hausse jusqu'à 4935. Peut-être qu'après on réussira à aller plus loin, on verra, mais en tout cas on aura eu un point d'entrée avec un risque maîtrisé et puis un profit qu'il faudra après ajuster. Alors pendant qu'on écoutait cette analyse du CAC 40, Aurélien était lui sur le site de sgbourse.fr pour nous trouver l'ETF du coup qui correspond à la stratégie énoncée. Oui, on peut aller par exemple sur lixoretf.fr. Les ETF sont également accessibles sur SGBourse. Les deux sites proposent l'ensemble de la gamme. Si on va sur lixoretf.fr, j'ai simplement à rechercher ici en haut à droite l'indice qui m'intéresse. Valérie a parlé du CAC 40. Je vais t'appeler CAC tout simplement et c'est le premier qui ressort, Lixor CAC 40. UCITS ETF DIST. Pourquoi DIST? Parce que c'est un ETF qui distribue des dividendes. Donc si je clique sur cet ETF, j'accède tout simplement à la fiche produit Lixor CAC 40 avec le code ISIN qui va me permettre de négocier, d'acheter et de vendre le produit via mon intermédiaire financier habituel, les objectifs d'investissement et l'ensemble des caractéristiques principales du fonds. On se rend compte donc que l'ETF CAC 40 vise à suivre pas à pas cet indice. Alors ça c'était pour le CAC 40, je vous propose maintenant d'aller en Chine, Valérie. Oui, alors en Chine, ce qui m'intéresse, c'est pas particulièrement les négociations sur le commerce international. Je ne suis pas très sensible aux nouvelles, peut-être qu'elles sont déjà anticipées, peut-être pas, ça on ne peut pas savoir. Mais c'est le fait qu'on soit revenu sur cette zone autour de 127,10. Alors là, on est en train de regarder les cours de l'ETF China Enterprise, qui est basé sur l'indice HSCEI. Cet ETF cote en France, il est donc exprimé en euros. Quand vous regardez cela, vous n'avez pas à vous soucier du risque de change, il est inclus au graphique. On n'est pas en train de regarder l'indice HSCEI qui est exprimé dans une devise étrangère. On est en euros. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez ici, on avait eu un sommet à 127,10 qu'on a franchi, on est revenu s'appuyer dessus, on s'est appuyé à proximité de ce niveau en octobre 2018, on est revenu dessus fin décembre et pour le moment, on est en train de rebondir. Si on passe sur le court terme, là, on a une figure, je ne sais pas si vous arrivez à la distinguer parce que c'est les cours de l'ETF, c'est pas toujours bien, il n'y a pas une granularité extraordinaire, mais on a une tête-épaule inversée qui a été formée sur le cours de l'ETF avec une ligne de coût qui est à 131,74, donc ça c'est le niveau autour duquel on va être intéressé pour des stratégies haussières, pour, écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé régulièrement quand on arrive sur la zone basse, on rebondit jusque la zone haute. La zone haute c'est 142, si on veut être un petit peu prudent, on commence à prendre ses profits au moins de façon partielle un petit peu avant le niveau de résistance à 142. Et alors je me retourne vers vous maintenant Aurélien, donc on a vu l'ETF chinois, est-ce qu'on peut le retrouver également sur le site lixor.etf? Oui bien sûr, il nous faudrait simplement taper Chine par exemple ou HSCEI. La liste suivante se déroule et donc je vais pouvoir par exemple choisir le Lixor China Enterprise, celui que vient d'analyser Valérie. Donc de la même manière, j'ai l'ensemble des informations relatives à cet ETF avec la fiche technique. C'est un 2 pages pédagogique qui va permettre d'avoir de manière synthétique toutes les informations. Si je regarde simplement par exemple les frais ici sur cet ETF, les frais de gestion, ils s'élèvent à 0,65% par an prélevés pro rata temporis sur la durée de détention. Il n'inclut pas évidemment les frais de courtage ou de droit de garde éventuels prélevés par l'intermédiaire. Alors je vous propose maintenant de quitter la Chine. Ce qui est bien avec les ETF, c'est qu'on voyage. Où est-ce que vous allez nous emmener maintenant, Valérie? Écoutez, je vous propose qu'on regarde l'Indonésie. Parce que en fait, on en parle, oui, on reste en Asie, on en parle très rarement de l'Indonésie. Mais le graphique est très intéressant. Voilà le graphique sur 5 ans en données hebdomadaires. Et vous voyez que cet ETF, il est en fait relativement proche de ses sommets. C'est pas du tout le cas des indices européens et même des indices américains. On a beaucoup chuté. Et lui, pendant que l'ensemble des indices baissaient, il est
resté ici dans cette consolidation. Ça, c'est l'évolution du mois de décembre. Donc on a un indice qui a été très robuste en décembre. Ce que l'on peut attendre d'un indice qui ne baisse pas quand les autres baissent, c'est que quand les autres arrêtent de baisser, il monte. Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc si on a encore un petit peu de potentiel sur l'ensemble des indices mondiaux au cours des 2 semaines qui suivent, on en aura plus sur le MSCI Indonésie. Donc la stratégie que l'on peut adopter, on va passer sur du court terme. On n'a pas tellement, normalement on n'a pas beaucoup de possibilités de repli, parce qu'on est sorti de consolidation, on est en accélération haussière. Donc c'est plutôt des achats dans les cours. Au mieux on peut envisager un retour autour de 123,10 et le niveau auquel on va être sensible, c'est 119,20, parce que si on réintègre le milieu de la consolidation, c'est que la sortie a échoué. Voilà. Donc si on repasse sous 119,20 en cours de clôture, il faut se dire qu'on s'est trompé et puis tenter autre chose plus tard. Mais sinon, je ne vous ai pas donné d'objectif. En fait, on a 2 objectifs. On en a un premier à court terme qui est de rejoindre les plus hauts à 129,38 et potentiellement ça pourrait aller beaucoup plus bas, puisque si on travaille sur une extension, on a un objectif à 140. Alors Aurélien, quand on entend une analyse comme celle-là sur le MSCI indonésien, on a envie d'y aller. On peut y aller du coup sur elixirETF.fr? Oui, on se précipite sur... pour une fois que ça monte, ou en tout cas que ça baisse pas. Sur elixirETF.fr avec une recherche Indonésie tout simplement. Je tombe bien donc par exemple sur le Elixir MSCI Indonesia et j'accède à sa fiche technique. Je vous ai parlé du code ISIN tout à l'heure. On peut également le traiter avec le code mnémonique, qui est un code en quelques lettres et qu'on va retrouver tout simplement, par exemple, sur la fiche technique que je vais ouvrir pour vous montrer un exemple. Et à droite en haut de ce document PDF, on va retrouver l'ensemble des codes, c'est-à-dire le ticker par exemple qui est INDO pour cet ETF et avec lequel je vais pouvoir accéder à cet ETF. Attention évidemment à mettre vos stops, donc c'est-à-dire votre niveau d'invalidation. Le moment où j'ai touché mon invalidation, je dois sortir de la position. Alors ça c'était pour le MSCI indonésien. Je vous propose maintenant de parler du MSCI World Utilities. Ah d'accord, j'avais préparé. Ou un autre. Mais c'est pas grave, je m'étais dit qu'on allait revenir un petit peu sur l'Europe parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ce que j'ai préparé. MSCI World Utilities, ce qui m'intéresse, on est sur 5 ans là aussi. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez ici en 2018 une tendance haussière relativement forte. On a fait un sommet un petit peu rapide au mois de décembre, mais ce sommet rapide il nous a permis de revenir sur une droite de tendance haussière et on voit qu'on est en train de se reprendre. Donc en fait on a une situation qui n'est pas très différente de ce que l'on a eu un petit peu plus tôt dans l'année au mois d'octobre sur cette ETF et on peut se dire qu'on va retourner tester les précédents sommets, donc à 209,10, peut-être même qu'on arrivera à les franchir, mais en tout cas le premier objectif avec lequel on peut travailler de façon raisonnable c'est 209,10, sachant que quand on se met sur un horizon de temps court terme, on peut constater qu'on a un petit niveau pivot à 197,50, donc qui est ce niveau ici, le premier que vous voyez ici. Tant que ce niveau tient, c'est le seuil d'accélération d'il y a 3 jours, c'est que ça se déroule bien à court terme et qu'on peut y aller. Si on commence à enfoncer ça, c'est peut-être un petit signal avancé que c'est pas si fort que ce que l'on pouvait espérer et qu'il faut mieux au moins réduire la taille de la position, si ce n'est la supprimer complètement. Alors du coup, dans ce contexte, Aurélien, est-ce qu'on peut également sur elixirETF.fr investir sur MSCI World Utilities? Tout à fait, j'ai donc pré-recherché MSCI World Utilities. Vous voyez qu'on a 3 résultats. Pourquoi 3, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est 3 mêmes ETF d'un même compartiment, mais libellés en devises différentes. On a le premier qui est en euros, le second en USD et le troisième en livres sterling. Ici évidemment moi je vais plutôt choisir, j'ai un compte en euros, je vais plutôt choisir le premier qui est libellé en euros, cliquer sur cette ligne là et accéder donc à, comme précédemment, l'ensemble des informations nécessaires et utiles avant d'investir. Et alors, je vous propose de finir ce tour du monde maintenant des différents indices avec le Stoxx 600 Food and Beverage. Oui, voilà, on revient très près, on revient à la maison et puis on revient sur quelque chose de défensif. Donc vous voyez vraiment la diversification. Hein. Je propose des choses qui sont très différentes les unes des autres. Ce qui m'intéresse, c'est, vous le voyez, ce niveau de support que l'on a rejoint, qui était le point bas de 2018. Donc là aussi, c'est un secteur qui est plus fort que le reste de l'indice. L'indice est bien en dessous des
creux de janvier-février 2018. On rebondit sur ce secteur qui est un secteur défensif et on a un petit niveau intermédiaire là aussi qui n'est pas très éloigné à 70-75. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on peut envisager retourner à 74-20 à court terme. Et du coup, on se précipite sur lixoretf.fr et nous découvrons... Exactement, l'ETF correspondant dont le code mnémonique est FOO. J'ai ouvert ici la fiche PDF, c'est un synthétique, et donc on va pouvoir avoir l'allocation sectorielle. Ici évidemment, alors c'est biens de consommation de base, nourriture, et puis l'allocation géographique. Je vois ici par exemple que la Suisse représente un peu plus d'un tiers, suivi du Royaume-Uni et de la France, de manière complètement détaillée et transparente. Voilà, donc grâce à vos deux analyses, on a la possibilité d'aller investir sur des ETF ou des également appelés trackers un peu partout dans le monde. Merci Valérie, merci Sébastien pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc que vous avez toutes les informations sur le site des produits de bourse Société Générale, sgbourse.fr, mais aussi, comme nous le rappelait Aurélien, lixoretf.fr, et vous pourrez également y retrouver tous les replays de ces émissions. Et si vous souhaitez nous suivre en live, je vous invite à nous retrouver à midi, mercredi, dans 2 semaines, et d'ici là nous allons tous investir sur sgbourse.fr ou lixoretf.fr. Merci beaucoup.